Bonsoir à tous. L'offre politique au Cameroun, on le sait, est large et diversifiée. Plus de 300 partis politiques recensés à ce jour dans les registres de l'administration territoriale, soit plus qu'il n'en faut pour capter les courants de pensée, les idéologies ou les visions de société que peuvent nourrir les Camerounais. Seulement, à l'ombre de ce foisonnement politique, ce foisonnement politique apparent évoluent d'autres acteurs qui articulent eux aussi des revendications se drapant d'un manteau ethnique, tribal ou communautariste. Le phénomène n'est évidemment pas nouveau. Qui ne se souvient du très médiatique mémorandum du Grand Nord qui, en son temps, a propulsé sur la scène publique et politique un certain nombre de leaders du Septentrion ou encore des mouvements tels Essingan en pays Béti. Aujourd'hui, d'autres mouvements ont surgi de sorte que le pays semble littéralement quadrillé par des mouvements à essence communautaire. Ainsi, l'on observe que des communautés s'organisent et s'affrontent par médias sociaux interposés avec en ligne de mire la conquête du pouvoir suprême. Alors, comment comprendre cette tribalisation ou cette communautarisation des postures dans la lutte politique? La République, ou disons plutôt l'idéal républicain, peut-il survivre dans un tel environnement? Mot pour mot, édition de ce mardi 28 juin 2022 ouvre le débat. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous et à tout de suite. Invités au débat ce soir, ils sont 4, en tout cas tel que de coutumé, mais il y en a un seul qui est avec nous déjà. Il s'agit d'Anissé Kane, le président du Manidem. Reste donc attendu Max Wabo du MRC, Elhaj Konaté de la presse B, qui est l'antichambre du RDPC, la jeunesse présidentielle, et puis Jeanne Soga du FSNC, le parti de Issa Chiroma. Anissé Kane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Polycarpe. Merci encore de m'avoir invité. Nous allons ouvrir cette émission avec non pas le sujet annoncé, mais une autre actualité plutôt triste, celle-là, qui a été confirmée en cette fin d'après-midi par le chef de division communication du ministère camerounais de la Défense, le colonel Atonfak, Serge Cyril Atonfak, qui annonce donc, confirme ce qu'on savait déjà par ailleurs, mais là c'est la voix officielle, avec un bilan qui est effroyable de 32 morts dans l'arrondissement d'Akwaya, c'est dans le département de la Magno, dans le sud-ouest Cameroun. C'était samedi dernier, 25 juin, il y avait des obsèques d'un je crois un député, un élu à l'Assemblée nationale qui était venu enterrer son jeune frère. Et donc pendant la cérémonie des obsèques, des assaillants ont surgi sur la place et se sont mis à massacrer, tirer sur tout le monde. 32 morts sur le carreau, des habitations incendiées, une cinquantaine, un hôpital aussi qui a été incendié à l'occasion. Le ministère camerounais de la Défense attribue ces faits d'une gravité inouïe aux combattants séparatistes ambazoniens. Donc on monte toujours un peu plus dans l'escalade. C'est à se demander comment on en sort finalement. Est-ce que les Camerounais vont voir, est-ce que ces régions vont pouvoir retrouver un jour la sérénité d'antan? En réalité, ce genre de tuerie sauvage, vraisemblablement sans justification, sinon l'unique, c'est-à-dire terroriser les gens, est la manifestation de l'échec de cette aventure rocambolesque. Sur le terrain politique, sur le terrain des opérations, les bandes sécessionnistes ont déjà perdu la bataille. Ce qui leur reste, ce sont ces opérations commando, épisodiques, isolées, des terrorisations, pour empêcher la situation de se normalise davantage. Ça, c'est la théorie de la terre brûlée. Je crois qu'il ne faut pas être surpris, il faut le dire ainsi, que ce genre d'opérations peuvent se multiplier, puisqu'elles sont sectorielles, localisées, imprévisibles. D'ailleurs, il y a eu une autre tentative à l'ouest du pays,
d'attaque de la résidence je pense, du préfet ou du sous-préfet. Ça interpelle sérieusement tous ceux qui, de près ou de loin, tentent de donner des justifications à cette opération sanguinaire, qui au début est partie de revendications justes et légitimes, à une accélération, puis à la mise en place d'une opération soi-disant pour avoir la sécession du pays. Il faut condamner avec la plus grande énergie. De toute manière, en ce qui nous concerne, dès le début, nous avons dit qu'il est hors de question que les soi-disant combattants de la liberté sécessionnistes tentent de rectifier tout le travail d'intégration, de réunification, tout le combat de martyrs que les Oumouani et Moumi ont mené pour faire du Cameroun un pays uni, indivisible et indépendant. Donc, il faut continuer à condamner, ferme. Il faut continuer à dénoncer. Oui, mais ça ne suffit plus, manifestement, de condamner et de dénoncer. Mais vous savez, ce qu'il y a de terrible lorsque les gens sont face à leurs responsabilités, quand ils sont acculés, c'est qu'ils vont dans la surenchère. Ils tentent de continuer d'exister en augmentant la terreur, en rendant encore plus sauvage, non justifiable, ces opérations de terrorisation de la population. D'autant plus que ces bandes se rendent compte que les populations commencent de façon décisive à les rejeter. Donc la seule manière d'exister est de se maintenir. Et vous faites bien de le dire parce que ce que le communiqué du colonel Atonfak dit aussi, c'est que la population indignée, choquée, malgré le drame, malgré les massacres qu'elle a subis, eh bien, la population s'est organisée pour elle-même battre les traquer. Et elles ont réussi, les populations de cette région-là, de cet arrondissement-là, à neutraliser 4 de ces assaillants. Tout à fait. Vous savez, quand on écoute certaines radios ou certains responsables politiques opportunistes et malveillants qui disent que la situation se dégrade là-bas, elle ne se dégrade pas. Elle est la manifestation, comme je l'ai dit, de la perte du terrain, de la perte de la crédibilité de ces aventuriers. Ce qui peut paraître contradictoire. Oui, mais justement, la politique doit être brûlée. Vous savez, quelqu'un qui a acculé, la seule manière d'exister, c'est de prendre une autre direction qui n'a plus rien à voir avec les objectifs politiques, soi-disant. Même si l'objectif politique n'est pas lui-même atteint, je veux dire que oui, le problème n'est pas réglé. Ils en sont très loin. Il est hors de question maintenant. Tout le monde a compris qu'il n'y aura pas de sécession. Non, ce que je veux dire, c'est que côté gouvernement comme côté séparatiste, tant qu'on n'a pas posé les vrais problèmes, discuté. Lesquels discuter avec quoi? De quoi? De la sécession? Discuter du problème qu'ils posent. Je pense que... Non, puisque les sécessionnistes ont posé le problème clair. Ayoub Tabé ne se fait pas prier pour dire ce qu'il pense. Il a bien dit que la seule discussion possible qu'il peut y avoir entre lui, soi-disant représentant de l'Amazonie, qu'il n'est plus depuis. Oui, il se le dit toujours. Il y a eu un nouveau président désigné, Samuel Ekomé, qui lui vient d'être remplacé aussi par une dame. Il y en aura de plus en plus, beaucoup de présidents de la fantasmagorique Amazonie. Il dit que le seul point à l'ordre du jour, s'ils entament des discussions, c'est de discuter comment les deux États, dont l'État du Cameroun et l'État virtuel fantasmagorique de l'Amazonie, vont vivre côte à côte. Donc c'est clair que s'ils posent des problèmes comme ça, il ne peut pas avoir de discussion avec les sécessionnistes. D'autant plus que la condition sine qua non pour la possibilité de revenir progressivement à la normale, de pardon, de réconciliation après tant d'années de tuerie, c'est le dépôt unilatéral des armes par ceux qui n'en ont pas la légitimité. Ce n'est pas... Tout cessez-le-feu a des conditions. Le cessez-le-feu a des conditions. Le début de dialogue et de négociation a des conditions. Et la condition sine qua non, c'est le dépôt unilatéral des armes par ceux qui n'ont pas la légitimité de les détenir, c'est-à-dire les aventuriers sécessionnistes amazoniens.
Que faut-il faire, Anissé Kané? Est-ce que, du coup, pour le gouvernement, pour nos forces de défense qui sont sur le terrain là-bas, il faut densifier le feu contre ces Non, irrédentistes? non, je ne pense pas que c'est un manque d'identification euh, qui fait en sorte que ces opérations sont encore menées par ces bandes. C'est parce que, vous voyez, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que le gouvernement a l'obligation en même temps de chercher à contenir les exactions de cette bande, de rétablir l'ordre, de ramener une vie normale dans ces régions-là, mais en même temps de préserver, je vais dire, la reconstruction sociale de ces zones. Les chefs sont revenus, le personnel administratif revient de plus en plus, il y a un retour des exilés internes qui, pour certains, ont repris la culture des champs. Un certain nombre de ces anciens sécessionnistes ont rejoint le camp de la raison par le DDR, par le comité de désarmement Démobilisants? et de réintégration. Donc la situation évolue. Elle évolue, c'est parce qu'elle évolue favorablement au retour à la normale que les irrédentistes ambazoniens multiplient ce genre d'opérations pour faire croire ces opérations de communication qui sont encore là, qui n'ont pas été vaincus sur le terrain, etc. Donc, il faut le C'est quand même cher condamner. payé, hein, comme Pardon? opération. C'est très cher payé comme opération de communication. Oui, mais vous savez, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de limite en matière de sacrifice pour conserver notre intégrité territoriale. Il n'y avait pas de limite au sacrifice pour avoir l'indépendance, la réunification prônée par Oum dès les années 40. Les Oum sont morts, les Wandi, les Moumi, ben, ils avaient le choix. Mais il n'y a pas de limite au sacrifice suprême. Jusqu'au sacrifice suprême pour des nobles causes comme celle-là. Donc il faut comprendre qu'il y a un prix à payer pour atteindre ce genre d'objectif. Il y a toujours un prix à payer pour avoir la liberté. Plus de 3300 morts à date, des milliers de déplacés internes et externes. Comparaison n'est pas raison, mais si vous faites le ratio entre la guerre asymétrique que mène l'armée UNOSO et les dégâts collatéraux de toutes les guerres de sécession dans le monde entier, ben, ce n'est pas encore la catastrophe. C'est des vies humaines qu'on perd. C'est malheureux. Mais comme j'ai dit, pour le pays, pour la nation, pour son intégrité, il n'y a pas de limite Très bien. au sacrifice. Anissé Kané, c'était donc là pour l'entame, pour, on va dire, l'encas, même si l'encas est douloureux ce soir, au sujet donc de cette autre incursion violente des combattants séparatistes ambazoniens dans cet arrondissement d'Akwaya, c'est dans la Magno, le département de la Magno, dans le sud-ouest Cameroun. C'était le 25 juin dernier, samedi. On va maintenant avec vous. Vous êtes tout seul sur le plateau, c'est pas plus grave, puisqu'on a l'avantage avec vous d'avoir un vétéran de la scène politique camerounaise. Donc, traiter de cette question de la tribalisation de la bataille politique. Les vétérans sont à la retraite. Hein. Comment? Les vétérans sont à la retraite, sauf si vous m'envoyez directement à la retraite. Parlant de retraite, je pense que oui. Pourquoi pas? Et puis, il y a un débat. C'est un débat qui est prégnant en ce moment dans la classe politique camerounaise. Vous voyez bien, dans les états-majors, on pousse les doyens, les vétérans comme vous, justement, à passer la main pour un renouvellement au SDF, au MRC, ici et là. Ça bouillonne. Peut-être un petit commentaire à propos. Oui, pour dire que le fait d'être jeune n'est pas une qualité exceptionnelle. Vous savez, tout le monde passe par là. Tout le monde a été jeune, ou tout le monde l'est à un moment ou à un autre. Deuxièmement, nous, en parlant de nous, je veux dire, généralement les militaires UPCistes s'engagent très jeunes dans la bataille. Et ils acquièrent donc une expérience indispensable pour assurer la relève. La relève pour qu'elle soit sérieuse, a besoin, j'allais dire,
indépassable de transmission de l'expérience, de la formation et de la formation et de l'éducation et de l'encadrement des masses. Donc il est indispensable que lorsqu'on dit qu'il faut passer la main, que cela se fasse dans un cadre, j'allais dire, organisé, fluide, et que ça ne soit pas des incantations à la mise à la retraite forcée, sans qu'on ait pour le moins maîtrisé le combat. Vous savez, mener des combats comme ceux qu'on doit mener dans nos pays, c'est pas donné. Du coup, quel commentaire vous inspire les batailles qui ont cours en ce moment au sein du SDF? Je ne crois pas qu'elles sont liées uniquement à un problème de relève. Il y a derrière cela des problèmes d'orientation politique. Il y a des problèmes d'objectifs politiques. À partir du moment où on est déjà dans l'après-Biya, les luttes à l'intérieur des partis font partie des conséquences ou des dégâts collatéraux du fait que le pays s'installe dans l'après-Biya. Donc tout le monde pense, à tort ou à raison, qu'il y aura une réduction des cartes. Les gens essaient de se mettre sur les starting blocks, c'est ça? Ils sont sur les starting blocks. Pour être à la meilleure place lorsque... Il y en a qui veulent partir avant que le départ ne soit donné. Voilà. Qui vont très vite. Mais il faut raison garder dans ce genre de situation apparemment immobile. On dit souvent qu'après le beau temps, vient la pluie. Vient la pluie. Donc il faut être très lucide et ne pas se précipiter. Quand on se précipite, la patience est la mère de toutes les vertus en matière de politique. La patience. Et donc, du coup, on est dans une scène politique où l'opposition qui est censée justement pousser hors celui qui est là depuis 40 ans se déconstruit, se délite, pendant que le RDPC est dans son bloc stable. Oui, dire que le RDPC est stable, ça allait trop vite en besogne. Vous pronostiquez que les batailles au sein du RDPC seront... Elles sont. Déjà. Elles sont plus intenses qu'ailleurs. Peut-être bien plus violentes encore mais que ce que nous voyons en ce moment. Elles sont étouffées. Par le fait que... Elles sont encadrées. Oui. Parce que c'est le parti au pouvoir et qu'on doit ménager sa monture pour ne pas être trop en vue, ne pas trop s'exposer. Donc vous n'êtes pas naïf au point de penser que tout va bien au sein du RDPC. C'est ce que vous voulez me dire? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait des Camerounais qui soient naïfs à croire que ça se passe bien au RDPC. Ça a déjà pris des tournures fantasmagoriques, spectaculaires. Quoi, par exemple? D'abord, toute la correspondance administrative qui circule sur les réseaux. Qui circule sur le net, c'est un signe que les batailles sont internes. Tous les couacs, hautes institutions présidentielles non acceptées, des batailles de positionnement dans les entreprises publiques ou parapubliques, etc., sont les conséquences directes que ça bouillonne à l'intérieur du RDPC. Mais comme là-bas, il faut faire très attention et ne pas trop s'exposer parce que... Ceux qui ont le plateau des œufs. Hein. Oui. Pour reprendre une image... On ne voit pas la bagarre quand on a un plateau d'œufs sur la tête. Ouais. Ah. Très bien. Le MRC, ça participe de la même logique? Non, j'ai dit les luttes à l'intérieur C'est normal. C'est normal parce que... On va parler tout à l'heure. Oui. Il ne faut pas imaginer que toutes les batailles qui sont dans les partis politiques sont des batailles d'individus. Oui. C'est des batailles de notion politique, de différence d'objectifs politiques. Parce que la plupart de ces partis sont le résultat d'un agrégat d'intérêts. Il y a rarement des lignes politiques homogènes. Ce n'est pas le Manidem. Vous rencontrez 10, 15 militants, 15 militants du Manidem, ça, vous le savez, pour le cas de Péchobab, on a l'impression qu'ils répètent la même chose sur tous les sujets. Parce que le ciment idéologique acquis par
l'information et la formation de nos cadres qui font en sorte que, bon, j'ai suivi l'un des cadres du MRC qui disait que j'attends que le président du parti m'accorde une audience. Le seul langage même montre bien que, bon, on est dans des formations politiques où c'est très verticalisé. Et ensuite, sorti de cette audience, dire que, bon, on a beaucoup de divergences. Je ne sais pas. Est-ce que dans un parti sérieux, à ciment idéologique ou politique, c'est sur la place publique qu'on affiche les différences entre les cadres du parti? Je ne crois pas que c'est Vous parlez de Michel Ndoki, l'avocate, qui donc a été, évidemment, ouais. Qu'est-ce que vous croyez? Si je ne suis pas au courant, qu'est-ce que je fais ici? Donc, qui a été reçu par Maurice Kamto aujourd'hui même et qui a donc partagé avec sa communauté sur ses réseaux sociaux un petit bout de son échange avec Maurice Kamto qui a duré 2 heures à peu près par là. Alors, venons-en donc à ce qui nous rassemble, réunit ce soir, la tribalisation ou la communautarisation du combat politique. Et on parle de tribalisation, de communautarisation, et je vois votre belle tenue, votre belle chemise en tissu Ndop. Un message peut-être. Pourquoi vous avez voulu porter ça ce soir? Je le mets très régulièrement. Très régulièrement. Et vous savez, il faut dire que c'est une tenue très symbolique, très identitaire, très ethnique. Très jolie. De la communauté de l'Ouest. Très jolie. Tout à fait. Bon, il n'y a qu'à voir. La plupart des équipes communistes qui vont dans les manifestations à l'étranger adoptent le Tougou. Voilà. Qui est une déclinaison du NOP. Une déclinaison du NOP. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup d'affinités avec la communauté des Grassfield. Ouais. Quand j'étais à Liberman, on avait la possibilité, c'est les années 60, d'apprendre une autre langue que la sienne. Moi, j'ai appris le féfé, c'est-à-dire la langue du Haut-Cam. Oui, Bafan. Hein? À Bafan et sa région. À Bafan, voilà. Et la plupart de mes amis étaient du côté du Grassfield. Donc, j'ai beaucoup d'affinités et j'y vais assez souvent. Vous connaissez bien notre parti. Vous savez que, bon, la plupart de mes proches collaborateurs sont issus des Grassfield. Grassfield. Alors, pétition des filles et fils éclairés du Grand Nord, 10 millions de nordistes, la Fédération Ekan, la région Bassa réclamée, le Grand Ouest et Tuticanti. Est-ce que toutes ces dénominations, tous ces mouvements participent de la même logique en Issei Kane? Absolument. Et en fait, le fait que tout ça soit mis en exergue aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, procède de ce dont on discutait tout à l'heure, l'après-Biya. Donc, ça existe. Toute la construction de l'État néocolonial, c'est le communautarisme. Le parti unique, c'est un agrégat de chefs de Bantoustan communautaire, où il est demandé à chaque chef de Bantoustan de caporaliser sa région, d'en faire des masses maniables au service du pouvoir central. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait donc une lutte de leadership hégémonique au sein de cet agrégat d'élite communautariste. Et dès que la situation s'éclaircit ou donne l'impression qu'on arrive à la rupture, c'est-à-dire un changement à la tête de l'État, forcément tout ça commence à bouillir intensément. Et c'est vrai au RDPC, c'est vrai dans les partis politiques d'opposition qui pensent que la redistribution des cartes est pour bientôt. D'autant plus, et c'est la deuxième raison, que tous ces partis n'ont pas de ciment idéologique. Vous voyez? Lorsque, ciment idéologique, troisième raison que je vais développer après, la classification de la société camerounaise est encore très fine pour que les agrégats d'intérêt, je veux dire les instincts de combat sur la base des intérêts sociaux, ces agrégats sont très difficiles. On est
du fait qu'il y a en réalité pas de ciment idéologique dans les partis. Deuxièmement, qu'on a le sentiment que ce n'est pas par le combat idéologique qu'on va accéder au pouvoir, mais par une bataille de positionnement communautariste. Tout ça fait en sorte que... Très bien. Voilà. Est-ce que du coup, une tribu ou une communauté peut arriver au pouvoir, peut se suffire à elle seule au point d'arriver à conquérir le pouvoir suprême dans un pays comme le Cameroun? J'entendais l'autre jour à la télévision Africa 24, Africa 24, des responsables d'une société civile dire que Aïdjo a passé le pouvoir à Biya pour montrer que le pouvoir vient du sud, il faut l'envoyer au nord. Ce sont ce genre de lectures qui font croire aux Camerounais que l'avenir de notre pays se trouve dans le sillage de l'accélération de la Bantoustanisation, oui. de notre société. C'est complètement erroné. J'avais écrit en 1992, juste avant l'élection présidentielle, un texte de prétexte Betty, pour dire que le pouvoir n'est pas Betty. L'hégémonie de l'élite Betty est le résultat du fait que le principal dirigeant de notre pays est un gars originaire de cette ère géographique et culturelle. Mais qu'en réalité, le pouvoir est entre des élites régionalistes, à la limite tribalistes, qui caporalisent leur masse. Mais comme c'est un problème de pouvoir, la bataille entre eux fait en sorte qu'ils aient des dissensions et que chacun essaye de mettre en avant, je vais dire, le leadership de cette élite regroupée en communauté. Donc, le pouvoir à Yaoundé est un pouvoir néocolonial, bâti sur la base du sillage de la néocolonie, donc de la colonie, mais qui, pour se maintenir, a besoin comment je veux dire, d'instrumentaliser les divisions dans notre pays. De manière artificielle. De manière artificielle, bien sûr. De telle manière que la conscience de classe entre différents Camerounais ne puisse pas passer, avoir la primeur sur la conscience d'appartenance à la tribu. Et ça excite les instincts grégaires. Le repli identitaire, il est simple. À partir du moment où vous n'avez pas le sentiment que c'est un agrégat idéologique qui va régler le problème du pays, ben, le plus simple, c'est de faire un repli identitaire, d'estimer que le succès des représentants de votre communauté garantit le succès de la communauté, ce qui est totalement faux. L'affaire de Dicolo nous a bien montré que c'est une affaire de spéculation foncière, de partage de notre territoire par tous ceux qui ont de l'argent, qui ont des appuis à l'étranger ou des alliés à l'étranger. Ce n'est pas une affaire d'une, comment je vais dire, d'une agression d'une communauté contre la communauté Sawa. Ça a monté de caractère. La vallée d'une Thème a eu les mêmes problèmes. À Yabassi, il y a les mêmes problèmes. Au nord, il y a les mêmes problèmes. Dans le centre, j'ai dit la vallée d'une Thème, mais dans la région du Bas-Inkim, les mêmes problèmes. Donc, malgré ces éléments qui montrent bien que l'avenir de notre pays ne se situe pas dans la division fédéralisme communautaire, comme quelqu'un l'a dit, mais bien dans le sillage d'intégration nationale que l'UPC, dès sa création, et la démarche de nos dirigeants historiques, Wangé de la région de l'Ouest, Moumié est de la région de l'Ouest, mais Bamoun, Toumaza de l'autre côté, Oum de la région Bassa, Oussenda Fana du Grand Centre. Mais ça faisait un tout parce qu'il y avait le ciment idéologique. Les gens sont sortis du sillage des Oum pour s'engranger dans le sillage néocolonial. Alors, faites bien de parler de l'UPC et de ses leaders historiques qui donc
qui ont connu un sort funeste, comme on le sait tous, et on est rentré après dans le sillage du parti unique, mais revenu au multipartisme depuis 1990. Est-ce que 32 ans plus tard, qu'on en soit encore aujourd'hui à revivre, enfin à voir la montée de ces particularismes régionaux, est-ce que ce n'est pas l'échec des politiques? Est-ce que du coup, les partis politiques n'ont pas réussi à capter les espoirs au point que les gens se sentent dans le besoin de se retrouver entre eux C'est l'échec de l'État néocolonial. C'est l'échec de l'État néocolonial qui, pensant, tort, parce que bon, je ne pense pas qu'ils sont tombés naïfs, pensant qu'ils allaient intégrer la société camerounaise par la juxtaposition des agrégats communautaristes, a échoué. Depuis que l'UC... Dit comme ça, mais comment schématiquement vous le voyez, la juxtaposition essayez de nous décrire ça pour qu'on comprenne bien. Bon. Parce que c'est une grosse accusation. Je veux dire que qu'est-ce qui est structurellement fait pour faire en sorte de maintenir les équilibres de tenir le pays par la tribu, par les États. Mais le partage des prébendes et des responsabilités, quand vous regardez le grand poste de l'État, le grand pilier, l'Assemblée nationale, le Sénat, la primature, le secrétaire général, etc., il y a une répartition des rôles. Quand vous regardez ce qui se passe lors des élections... Si vous êtes président aujourd'hui, vous faites autrement? Dans un pays aussi diversifié qu'un président, vous êtes de l'ethnie, vous êtes Sawa, je suppose. Oui. Donc, vous serez le président, bon, peut-être pas le président des Sawa, vous êtes président de la République issu de la communauté Sawa, et vous prendrez le risque de nommer un Premier ministre issu de la même communauté et un président de l'Assemblée nationale qui serait... J'aurais pu venir ici à tenue du Gondo. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand vous regardez... vous connaissez... La question, c'est est-ce qu'on peut faire autrement que tout à fait. De respecter quand même ces grands équilibres, ces grands blocs, qui sont quand même représentatifs. Le succès de l'UPC tenait à l'union des populations du Cameroun, c'est-à-dire justement à une démarche d'intégration, pas de raffermissement des communautés qui sont là, mais qui doivent avoir, je veux dire, un idéal commun. Comment vous pouvez imaginer que lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale, il n'y a aucun problème? On ne demande pas combien y a-t-il de bassins d'équipe nationale. On dit non, enlevez tel, parce qu'il ne joue pas bien. Comment vous pouvez imaginer que c'est possible pour le football? Mais pour des choses qui sont encore plus importantes, c'est-à-dire l'avenir de notre pays, cela ne soit pas possible. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un choix délibéré de faire en sorte que quand il s'agit du pouvoir, on ne veut pas intégrer les Camerounais. Parce que si le Cameroun s'intègre, il y aura un régime différent qui va, de façon globale, privilégier les intérêts du Cameroun. Est-ce que c'est pas un peu... Non, justement, vous allez dire que, est-ce que ce n'est pas utopique? Utopique. Bon. Est-ce que c'est pas... L'effervescence, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, montre bien que les nations africaines peuvent se renouveler, où le sentiment national prime sur le sentiment communautariste. En Afrique de l'Ouest, il y a aussi des régions, souvent même antagoniques, nord-sud, ce qui est encore plus dangereux, parce que les adversaires peuvent... La taille n'est pas dense. N'est pas dense. Mais pourquoi ça ne se passerait pas au Cameroun? Pourquoi, malgré l'administration française, malgré l'administration néocoloniale, l'UPC a pu fédérer l'ensemble du pays par ses options politiques? Cela veut dire que c'est possible. Pourquoi les Camerounais se retrouvent-ils quand il s'agit du football, de la défense? Du tarot le dimanche. Du tarot, du ndolé, On apprécie juste le goût. Le hérou ou des mariages. Pourquoi ils peuvent se retrouver? Et pour des choses aussi importantes que la consolidation de la nation camerounaise, ce n'est pas possible. C'est parce que les enjeux de la construction de la nation camerounaise, il y a des enjeux de pouvoir. Donc le pouvoir empêche cette intégration qui risque de remettre en cause la politique d'aujourd'hui. Parce que si vous imaginez que le Camerounais de Babadjou
voit le paysan de Kolafamba comme le paysan de Babadjou et voit le paysan de Kolafamba comme un frère de lutte pour changer leur statut de paysan. Ah ben, la situation va évoluer dans ce pays. Mais ce qui arrive, c'est que l'élite est quand du genre, c'est pas parce que j'ai quelque chose de particulier contre lui, comme Fameux Ndongo. Lui, il dit que mais non, le paysan de Babadjou, tout son problème, c'est de faire amener ses frères au pouvoir. Et un dirigeant de l'opposition que je nommerai pas, dit au paysan de Babadjou que il faut que notre heure aussi arrive. L'actuel président, l'ancien était du Nord, celui-ci est de Caen, pourquoi pas nous? Ça crée une situation qui ne permet plus aux Camerounais de voir l'intégration comme la solution à nos problèmes. Mais chacun pour soi, Dieu le pousse au niveau du partage de ce qu'on appelle le gâteau national. Justement, donc du coup pour vous, définitivement, les bêtis ne sont pas au pouvoir. Ce ne sont pas les bêtis, c'est une classe. Des bêtis. C'est une classe. Même si par ailleurs... Avec une hégémonie de l'élite bêtis. Mais ça n'a fait pas des bêtis des tenants du pouvoir. Bon, sincèrement, quand vous regardez... Quand je le dis, est-ce que hier, les nordistes étaient au pouvoir? Pas du tout. Non, ça procède de la même absolument. Logique. De la même logique. Moi, j'ai l'avantage que j'ai vécu les deux régimes. Ouais. C'est pour ça que je l'appelais doyen. Les hommes forts du régime d'Aïdjo, oui. Si vous regardez bien, il y avait certainement des Camerounais issus de la région, mais d'autres qui n'étaient pas issus de la région. Les Andy Tungi, les Mengeme et autres, ce n'étaient pas de la région du Nord. Hein. Les Sengakwo et consorts, toute la classe. Aïssim Vondor. Aïssim Vondor. Ce n'était pas la région du Nord. Mais il y avait l'hégémonie de l'élite du Nord. Mais Aïdjo s'est appuyé sur des élites qui n'avaient rien à voir avec sa région pour gouverner et surtout, donc, justement, pour consolider son pouvoir. S'il avait restreint uniquement au Nord, la tentation de la contestation est plus forte que si il crée une dynamique hégémonique pour sa région, certainement, mais qui englobe les autres élites qui pensent que le rapport de force va changer un jour, comme il a changé en 82. De l'hégémonie de l'élite du Nord, on est passé à l'hégémonie de l'élite de Ekan. Demain, avec le concours, justement, de toute cette classe politique qui voit les choses comme eux, on risque de se retrouver à la tête avec un autre président, issu d'une autre ère géographique, qui va continuer dans la même lignée avec l'hégémonie de l'élite de sa région. C'est pour ça qu'il est important de le dire dès maintenant, que le Cameroun ne se laisse pas entraîner dans cette affaire. Que le paysan de Kolafamba, celui de Babadjou, de Bamenda, tout ça. De Bamenda, de Fondiomen-Kouet, ont les mêmes problèmes. Ils cultivent, ils n'arrivent pas à faire vendre leurs produits parce qu'il n'y a pas de route pour distribuer les produits. L'accompagnement du gouvernement pour l'agriculture de subsistance n'est pas adéquat. Tout ça doit les ramener à une conscience d'appartenir à la même classe, d'avoir intérêt à se liguer contre ceux qui sont responsables. La conscience de classe, c'est justement, donc, si je comprends votre raisonnement, oui. Vous parliez de paysans, de Babadjou, de machin, donc de fédérer les Camerounais en sur la base de ce qui les regroupe en termes d'intérêt. De leurs vrais intérêts. Parce qu'un paysan du Sud a, de votre point de vue, les mêmes problèmes que pas de mon point de vue, de la réalité. Oui. Polycarpe et Soba. Oui. Est-ce que je raconte des histoires qui... Non, je ne dis pas que c'est des histoires, mais je veux dire que... De mon point de vue, non. Mais ce n'est pas de mon point de vue, c'est la réalité. C'est vous que j'interviewe, donc c'est vous qui le dites. Oui. Je prends dans vos propos. Je vais vous dire. Oui. Bon, un petit cours peut-être. Il y a l'instinct de classe. Un petit cours.
un petit cours. Un petit cours. Oui. Il y a On l'instinct n'est de... pas à l'amphi. Hein. il y a l'instinct de classe et la Oui. conscience de classe. D'accord. L'instinct de classe, c'est un ouvrier qui, a priori, les ouvriers qui, a priori, voient de façon instinctive que ses intérêts sont antagoniques à ceux du patron. C'est instinctif. Il le voit tous les jours, Ouais. etc. La conscience de classe, c'est le jour où l'ouvrier dit aux autres, et tous les autres ouvriers ont conscience que, en nous unissant, parce qu'on a les mêmes intérêts à défendre, nous pouvons améliorer notre situation par l'augmentation de salaire, par notre syndicalisation, à faire plier le patron qui n'a pour seul objectif que de soutirer tout ce qu'il veut. Est-ce que c'est pour ça que, par exemple, le mouvement OTS a si bien marché? Voilà. Ben, j'avais oublié. Ouais. Vous voyez, un exemple récent qui montre bien que lorsque les gens ont conscience que leurs intérêts sont les mêmes, quelle que soit leur appartenance géographique d'une ère tribale, même des tentatives de déstabilisation de cette conscience de classe échouent. Il a fallu que le gouvernement battait sec pour venir à bout de cette mobilisation pratiquement sans précédent. Parce que la conscience de classe a germé dans l'esprit des responsables d'OTS, dont certains étaient des responsables du Manidem. Ah. Et dont certains étaient qui Boulou, qui Betty, qui anglophone, qui Bamileke, qui... Mais qui, pour le coup, avaient conscience que, unis, ils ont les mêmes problèmes. Par les mêmes problèmes, le seul adversaire qu'ils ont en face, c'est le gouvernement. Et ça payait pour tous, indépendamment de leur ère géographique. Et c'est pour cela que le gouvernement doit faire très attention. Ils ont émoussé, c'est normal, une grève est faite un jour pour s'arrêter. Ils ont émoussé cette union. Mais il faut faire gaffe. Je crois que le gouvernement doit prendre très au sérieux les avertissements à la fin de la grève. Que rapidement, les problèmes fondamentaux des enseignants soient résolus, comme le chef d'État l'a demandé, avant la rentrée. Parce qu'on risque de commencer avec une rentrée très mouvementée. Si vous y ajoutez les problèmes de survie, de précarité sociale, de salaire, etc., on risque d'avoir une rentrée très difficile. Si le mouvement de l'OTS, comme je le crois, et j'ai quelques informations crédibles, démarre en septembre. Alors, pour revenir un peu à la formulation centrale de notre échange, donc la tribalisation et autres, est-ce qu'on peut dire, pour fixer un peu dans le curseur sur le tableau, que le mémorandum du Grand Nord, le fameux mémorandum du Grand Nord, a été le précurseur de cette dynamique que nous vivons aujourd'hui? Surtout, la réponse que le gouvernement, ou en tout cas le chef de l'État a donnée à ce mémorandum-là, en, comment dirais-je, non seulement dans les solutions appliquées, en donnant quasiment raison aux porteurs de ces mémorandums-là et en nommant la plupart des leaders. Est-ce que c'était une erreur, une faute stratégique d'avoir réagi comme ça lors de l'émergence de ces mémorandums? Non, c'est normal, mais c'est logique qu'un gouvernement qui se sent attaqué cherche des moyens de se sortir du pétrin, de casser une dynamique. Oui, ce que je veux dire, est-ce que d'avoir réagi comme ça n'a pas donné caution à d'autres mouvements de naître? C'est une réaction. Est-ce qu'on aurait pu ignorer ces mémorandums que, voilà. Non, ils n'auraient pas pu l'ignorer, puisque toute leur politique est basée sur cette fragmentation du pays, de telle sorte qu'il faut qu'ils maintiennent un équilibre de la terreur, à savoir que tout le monde, tout en sachant que le rapport de force peuvent être en leur défaveur, comprennent que il vaut mieux qu'on s'entende quand même pour qu'on ne perde pas tout. C'est l'équilibre de la terreur. Et cette réponse, elle est compréhensible, elle est logique dans le cadre de l'État néocolonial.
mais elle ne résout pas le problème de notre pays, à savoir qu'il faut sortir de cette segmentarisation de la politique et de la gestion de la chose publique. La preuve, s'il y a eu un mémorandum du Nord, vous savez qu'il y a un mémorandum de l'Est aussi. Il y en a. Vous savez qu'il y a le mouvement suprématiste de Grassfield. Le Bami Pawa. Bami Pawa. Vous savez que dans le camp, il y a la fédération ECAN. Il y a la fédération ECAN et des déclarations, des communiqués qui tendent à demander à Biya de faire attention à ne plus arrêter les ressortissants ECAN, d'aller voir un peu ailleurs. Voilà. Donc, la réponse ponctuelle à la demande du mémorandum du Nord a peut-être calmé le développement de cette dynamique, mais a ouvert la voie, la porte à d'autres montées en puissance de ce genre de regroupement. On revient au point de départ, pas exactement au point de départ, je veux dire qu'au niveau de la constitution du pays, et plus grave, on est en train d'une manière ou d'une autre, de justifier ces mémorandums, de les crédibiliser, montrer... Du coup, est-ce que ces mémorandums, ces mouvements à essence communautariste peuvent cohabiter avec des partis politiques comme le vôtre? Est-ce qu'on peut laisser prospérer toute cette activité et laisser ces mouvements porter des revendications qui sont d'essence politique? Un parti comme le nôtre d'obédience véritable UPCiste est un empêcheur de tourner en rond. Nous, on les emmerde, si je peux me permettre l'expression. On empêche à ce que la bataille se déclenche sur ces bases-là. Puisque nous, on éclaire la lanterne des camions en leur disant « Ne vous faites pas avoir par ce regroupement. » Parce qu'ils ne servent pas vos intérêts, ils servent les intérêts des élites qui se positionnent dans la répartition des postes au niveau de la gestion du pays. Je vais vous dire, c'est parce que Froundi a été le challenger sérieux, sinon victorieux de l'élection de 92, qu'on n'a presque eu que des premiers ministres de la zone. Ce n'est pas un hasard. Ça me voit bien. Ce n'est pas par hasard que il fait que l'UNDP a représenté à un moment donné un danger pour, je dis, la sédentarisation de l'UPC, du RDPC dans le Nord, qu'un parti comme l'UNDP, le pouvoir lui a ouvert des choses ou des portes sans regarder ce qui se passait derrière la porte. Donc, la solution à répondre à ce genre de dynamique communautariste résout peut-être ou calme peut-être une dynamique momentanément, mais ouvre la porte à ce qui arrive maintenant. Une boîte de Pandore. Une boîte de Pandore. Donc du coup, pour vous, les partis politiques ne sont pas désuets, parce que c'est un peu l'impression qu'on a à regarder tout ça. Ils ne sont pas désuets. Non, ils ne remplissent pas leur rôle pour nous dans la bataille. Donc pour vous aussi, c'est un problème, c'est un échec pour vous, leader de parti. Je veux dire, voilà. Vous ne réussissez pas à capter les espoirs. Vous savez, la vérité a toujours du mal à se frayer un chemin dans un océan de mensonges et de filouterie. On patauge dans le mensonge et la filouterie dans la politique comme aujourd'hui. On patauge dedans. Quand vous regardez les réponses ou les divergences qui se manifestent par les apparitions radio, télévision des dirigeants des partis politiques qui ont les problèmes à l'intérieur, vous vous rendez compte qu'on n'est pas, on est très loin, qu'il faut rapidement faire attention, sinon on va aller encore plus loin. C'est pas de la politique, c'est du business, c'est de la surenchère tribaliste et régionaliste qui guide un certain nombre de cadres de partis soi-disant de l'opposition et qui, peut-être de façon plus sourde, parce que les enjeux ne sont pas comme ceux du RDPC, sont prêts
à aller au couteau pour la prochaine réduction des cartes. Ce qui se passe, par exemple, dans le SDF. Quand vous voyez des gens qui sont soi-disant dans le même parti et qui s'envoient des choses extraordinaires, ben, on doit se poser la question. Vous avez connu ça un peu aussi hein, ouais, au Manidem il y a une petite dizaine d'années. Lorsque vous avez quitté le parti, la tête du parti à un moment donné, enfin vous avez perdu l'élection, il me semble, contre Je Bandakani. ne me suis pas présenté. Ah, vous n'êtes pas présenté. Ouais. Ben, en tout cas, il y a eu des Oui, bisbilles en interne. Donc, oui, c'est un peu le propre de toutes oui, les formations oui. politiques. Mais alors, Où il y a est-ce des que, idées. est-ce que vous avez entendu parler de distensions liées aux régions Non, ou à l'aire géographique? non. Non. C'était des batailles, peut-être de positionnement, mais qui n'avaient rien à voir à des batailles entre différents clans régionaux, etc. au sein du Manidem. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va pouvoir le faire, puisque bon, on n'a même pas, lorsqu'on élit nos responsables, on n'a pas le souci d'équilibre régional, etc. On se retrouve souvent, parce que c'est ça qui nous guide, la compétence, la capacité à diriger un pan de notre parti. On se retrouve souvent dans des situations où toute une direction regorge majoritairement d'une région, sans que cela, en fait, ne nous pose aucun problème. Je peux vous dire que, peut-être, à part ma jeune soeur qui est membre du bureau politique, il n'y a pas beaucoup de responsables de mon département dans la direction du Manidem. Encore moins du village. Ah, Ou de la famille. Ouais. Alors, pour terminer, Anissé Kader, quel est le plus grand risque que font courir à la nation, au pays, ces mouvements qui sont d'essence Des communautariste? affrontements ethniques. C'est un risque énorme. Ouais. Et qui peuvent déboucher, qui débouchent même déjà maintenant, à, je veux dire, à des revendications qui n'ont plus rien à voir avec l'intérêt du pays. Vous les avez cités certains tout à l'heure, des gens qui réclament des régions, fédéralisme communautaire. Comment peut-on imaginer que quelqu'un qui veut que ce pays avance, c'est-à-dire qu'il s'intègre, nous on va même plus loin, qu'on intègre, fasse une intégration régionale, après subrégionale. Comment peux-tu imaginer que des gens imaginent qu'on doit revenir à un agrégat de fédéralisme par les communautés? C'est-à-dire qu'en réalité, chacun reste dans sa région. On ne dit même pas que ce fédéralisme, il s'agit des régions, il s'agit des regroupements pour, je vais dire, le développement des communes, des développements décentralisés du pays, que c'est une démarche pour assurer une décentralisation de développement. Mais la justification de ce genre d'optique ou je veux dire, d'options politiques, c'est que l'Afrique est un agrégat de communautés. Il faut donc continuer à la gouverner en disant qu'on est dans une repartition prébendière entre différentes communautés. Parce que nous, on n'en a peut-être jamais parlé, on est pour une décentralisation poussée, avec 4 grandes régions qui sont géographiquement homogènes, culturellement homogènes, économiquement viables. Mais ça n'a rien à voir avec les communautés villageoises ou ethniques. C'est lié à des considérations objectives de la géographie, la culture, etc. Nous, on fait le grand littoral, c'est la bande du littoral, avec comme langue régionale le Douala, le Grand Ouest, le Grand Sud, avec comme langue le grand littoral qui va d'où à où? qui va du sud-ouest jusqu'à Campo. Oui, le Grand Ouest. Toute la côte. Toute la côte, nord-ouest, ouest, le Grand Nord, Foufoulde pour la langue, le Mendumba pour le Grand Ouest, et la grande région du sud, avec le Wondo comme langue régionale, plus une langue de communication, l'anglais, parce qu'il faudra bien communiquer avec l'étranger. Si on avait fait ça depuis 20 ans, tous nos enfants, petits-fils, etc., chacun d'entre eux parlerait une ou deux langues du pays, celle de sa région d'origine et celle où il vit. Parce que
si on enseigne dès la maternelle dans la région Ikan, les Wondo, tous les Camerounais qui vivent là-bas parleront les Wondo, plus leur langue naturelle régionale, qui sera enseignée là-bas de la même façon. Donc, il ne sera même pas perdu quand il va rentrer pour les vacances ou pour autre chose dans sa région. Tous ceux qui habitent l'Ouest, pas qu'ils sont originaires, parleraient le Mendumba, etc. Et rapidement, on aura un pays intégré de telle manière que vous pouvez vous retrouver à l'Ouest et vous voyez un gars de l'Ouest qui a vécu dans la région de Caen te parler Wondo. Mais non, les autres pensent que non. Il faut considérer qu'il faut une grande région de la Salanga maritime, parce que les bassins ont trop souffert. Il faut aussi qu'ils aient leur région. Vous voyez, on revient en arrière. Anissé Kane, infiniment merci. On n'aura pas perdu grand-chose. Je suis circonspect, je me demande pourquoi tous tes invités ne sont pas venus. Ils ont eu peur de toi. Non, pas du tout. Peut-être que le sujet leur aurait posé beaucoup de problèmes. En tout cas, je pense avoir, avec vous, participé à édifier les Camerounais sur cette problématique. Si vous voulez, on peut le remettre sur le tableau. Pour ceux qui oseront, accepteront venir affronter. Non, on n'a pas épuisé le sujet. C'est le sujet essentiel. Du moment, oui. On le refera ce débat en espérant que la prochaine fois, les 4 sièges de notre belle table seront occupés. Merci en tout cas pour vous qui avez pris la peine de nous regarder ce soir encore. Notez le rendez-vous de mardi prochain pour notre édition de Mots pour Mots. Mais avant, je vous reviendrai au cours de la semaine pour l'invité de la rédaction avec un invité que je vous présenterai très bientôt. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Restez sur Dash News. Au revoir.